Dimanche 9 mars 1941. Eh bien, allons-y. Moment pénible, presque insurmontable pour moi. Vaincre mes réticences, livrer le fond de mon cœur à un candide morceau de papier. Les pensées sont parfois très claires, très nettes dans ma tête, et les sentiments très profonds. Mais les mettre par écrit, non, cela ne vient pas encore. Je n'ose pas me livrer, mais pencher, et pourtant il le faudra bien, si je veux à la longue faire quelque chose de ma vie. C'est à l'occasion d'une soirée de chirologie que je fais la connaissance de Julius Spier. Il a fait une analyse avec Jung, a ouvert son propre cabinet à Berlin avant de quitter l'Allemagne nazie en 1939 et de s'installer aux Pays-Bas. Il est à la fois charismatique et séduisant. Je deviens son amie, sa confidente, sa secrétaire. Dimanche soir, dans la salle de bain, intérieurement, j'ai fait une toilette de fond. Maintenant, je me sens parfaitement bien, nettoyé de l'intérieur. Une fois encore, Julius est vaincu. Pour combien de temps? Je ne suis pas amoureuse de lui, je ne l'aime pas, mais d'une façon ou d'une autre, je sens que sa personnalité pèse lourdement sur moi. Cette phrase du poète Verweij me trotte dans la tête. Mélodiquement, le monde roule de la main de Dieu. Moi aussi, je voudrais rouler mélodiquement de la main de Dieu. Et maintenant, bonne nuit. La relation avec Julius est tour à tour passionnée et sereine. Etty trouve dans la beauté une occasion de contemplation qui apaise la voracité de son désir. La beauté suspend l'effroi que le désir de possession suscite. Il faudrait aimer comme on contemple. 16 mars 1941. Mardi matin, en étudiant Lermontov, j'ai écrit que la tête de Julius apparaissait constamment en surimpression derrière l'écrivain et que j'aurais voulu parler à ce cher visage et le caresser, ce qui m'empêchait de travailler. Quand je trouvais belle une fleur,
J'aurais voulu la presser sur mon cœur ou la manger. C'était plus difficile avec d'autres beautés naturelles, mais le sentiment était le même. J'avais une nature trop sensuelle, trop possessive. Ce que je trouvais beau, je le désirais de façon beaucoup trop physique. Je voulais la voir. Je crois que l'intensité de ces sentiments était justement ce qui me faisait penser que j'étais née pour créer des œuvres d'art. Soudain, tout a changé. Par quelles voies intérieures, je l'ignore, mais le changement est là. Je m'en suis aperçu ce matin seulement, en me rappelant une petite promenade autour de la patinoire l'autre soir. C'était le crépuscule, couleur tendre du ciel, silhouette mystérieuse des maisons, arbres bien vivants, avec le réseau transparent de leurs branches. En un mot, tout était ravissant. Et je sais très bien comment je réagissais avant à de telles scènes. Je ressentais cette beauté, au point d'en éprouver une douleur au cœur. La beauté me faisait souffrir. Je ne savais qu'en faire. J'avais besoin d'écrire des vers, mais les mots ne venaient jamais. Alors, j'étais comme une âme en peine. Je me gavais littéralement du paysage, et cela m'épuisait. Je dépensais une énergie infinie. L'autre soir, j'y accueillis avec joie l'intuition de la beauté du monde créé par Dieu, en dépit de tout. Ce paysage plein de mystères, figé dans le crépuscule, m'a procuré une jouissance aussi intense qu'avant. Je ne désirais plus le posséder. Et je suis rentrée chez moi réconfortée pour me remettre au travail. Le paysage est resté présent à l'arrière-plan comme un revêtement de mon âme. L'intérêt que porte Etty à la Russie s'ancre dans sa quête de spiritualité. L'image de la steppe signale la continuité des espaces intérieurs et du monde, caractéristique de la littérature russe qu'elle aime. En ces temps de détresse, renoncer à la vie intérieure serait pour Etty une mutilation, car c'est en elle que s'origine le visage du monde et toute résistance à la barbarie qui vient. Mercredi 11 juin 1941. Le monde intérieur est aussi réel que le monde extérieur. On doit en être conscient. Il a aussi ses paysages, ses territoires sans frontières. Et soi-même, l'on est le petit centre où monde intérieur et extérieur se rencontrent et se nourrissent l'un de l'autre. Je sens chez un tas de gens qu'ils sont amputés de moitié ou plus ou moins mutilés. Cela vient probablement de ce qu'ils n'ont pas reconnu consciemment le monde intérieur en tant que tel. Ce monde intérieur est chez eux une terre en friche, embroussaillée, qu'ils ne se donnent pas la peine de travailler. Et je sens alors monter en moi une sorte d'envie de me mettre à défricher, à introduire un peu d'ordre et à éveiller la conscience. Peut-être cela va-t-il finement devenir mon travail
et ma vie. Et cette lettre de Julius, hier, au début, je n'avais aucun contact avec cette lettre. Je me sentais de nouveau isolé. C'est alors que je me suis jeté sur mon lit. Et là, couché sur le dos, j'ai soudain senti venir des pensées fructueuses. Et la vie et la chaleur se sont remises à couler en moi. Et j'ai ressenti un solide contact avec ce bonhomme aimant et généreux. Voilà qu'il m'était tout à coup nettement moins étranger. Mercredi 13 août 1941. Avec ma nature, il est clair que je n'atteindrai jamais une objectivité clinique, glaciale. J'ai trop de tempérament. Mais ce tempérament ne me détruit pas comme avant. Avec toutes ces souffrances autour de soi, on en vient à avoir honte d'accorder tant d'importance à soi-même et à ses états d'âme. Mais il faut continuer à s'accorder de l'importance. Rester son propre centre d'intérêt. Tirer au clair ses rapports avec tous les événements de ce monde. Ne fermer les yeux devant rien. Il faut s'expliquer avec cette époque terrible et tâcher de trouver une réponse avec toutes les questions de vie ou de mort qu'elle vous pose. Je n'y puis rien si je vis. J'ai le devoir d'ouvrir les yeux. Je me sens parfois comme un pieu fiché au bord d'une mer en furie, battu de tous côtés par les vagues. Mais je reste debout. J'affronte l'érosion des années. Je veux continuer à vivre pleinement. Je m'aperçois qu'au milieu des souffrances que j'endure, subsiste toujours une curiosité, un intérêt passionné pour tout ce qui touche au monde, aux hommes et au mouvement de mon âme. Julius me dit « Tu es parfois si distraite par les événements traumatisants qui se produisent autour de toi que tu as ensuite toutes les peines du monde à refrayer le chemin qui mène à toi-même. Les choses doivent s'éclaircir en toi. Tu ne dois pas te laisser engloutir par les choses. Un poème de Rilke est aussi réel que la réalité du monde. Et maintenant, va dormir. Laisse la vie suivre son cours, et tout finira peut-être par s'ordonner. Je t'ai déjà dit d'aller dormir au lieu de noter des choses que tu es encore tout à fait incapable de formuler. « 26 août 1941. Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits. Et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre à jour. » Etty s'expose à toutes les émotions et toutes les expériences. Ce surinvestissement est une étape nécessaire pour explorer le monde en ces temps de folie. Mais on ne peut se perdre qu'à la condition de pouvoir revenir à soi-même.
4 septembre 1941. La vie est un tissu d'anecdotes. Au fond, je n'en sais rien. Je suis de nouveau malheureuse. Je comprends tellement bien les gens qui se mettent à boire et qui couchent avec le premier venu. Mais ce n'est pas ma voie. Moi, je dois traverser les épreuves en restant sobre et en gardant la tête froide et seule. Il vaut mieux que ce sale type de Julius n'ait pas été chez lui ce soir. Sinon, j'irai encore courir une fois. Au secours, je suis si malheureuse, j'éclate. Et moi qui demande aux autres de résoudre eux-mêmes leurs problèmes, je voudrais être toute simple. Comme l'était par exemple la lune ce soir ou comme une prairie, je voudrais partir très loin et voir chaque jour de nouveaux visages. J'ai parfois l'impression que les quelques personnes avec qui j'ai des liens très forts me cachent l'horizon. Mais quel horizon, au juste? Etty, tu es une petite gredine sans conscience. Seigneur, donne-moi un peu d'humilité. Est-ce que je ne vis pas trop intensément? Je veux connaître ce siècle du dehors et du dedans. Je le palpe chaque jour. Je suis du bout des doigts les contours de notre temps. Ou bien, n'est-ce qu'une fiction? Et puis je me replonge sans cesse dans la réalité. Je me confronte à tout ce qui croise mon chemin. J'ai parfois l'impression de m'écorcher vive. On dirait que je me jette partout la tête la première, de toutes mes forces, pour ne récolter que plaies et bosses. Mais je m'imagine qu'il le faut. Parfois, j'ai le sentiment d'être mise à fondre dans un creuset ou plongée dans un feu d'enfer pour y être forgée. 22 février 1942. Cet après-midi, soleil sur les jacinthes et les narcisses. Beethoven. Beaucoup de bonne ambiance autour de nous. De bonnes vibrations de tous vers tous. Mon Dieu, il y a vraiment de quoi éprouver de la gratitude de tant de bonnes choses. Et quelques maisons plus loin se trouve le bâtiment où nous devons nous présenter mercredi matin à 8h, Julius et moi, au garde à vous, pour répondre uniquement par Ya et Nein, et nous faire enguirlander par des blancs-becs, nous qui avons la tempe droite déjà toute blanche. Et pourtant, cela ne me touche pas. Je me demande si c'est parce que je ne vis pas dans la réalité et si je suis irresponsable. Je ne crois pas. Je sais que nous sommes pris dans l'étau d'un grand destin menaçant. Ce mercredi matin n'est qu'un instantané. Je ne le redoute pas le moins du monde. Je n'en attends même aucune surprise. Rien de sensationnel. Il avait peur, ce vieux chéri. Il a dit qu'il avait peur. Tout cela est tellement étonnant. Le plus réel, c'est encore pour moi le soleil sur les jacinthes, le lapin, la crème au chocolat, Beethoven, les cheveux blancs de Julius sur sa nuque de jeune homme. Quand il a lu ce psaume avant le dîner, debout sous la lampe, sans pathos, d'un ton presque détaché, une ample bonté s'étalait sur le cher paysage de son visage. Et l'espace d'un instant, je l'ai aimé d'un amour qui faisait terriblement mal, parce qu'il dépassait très largement toute forme d'érotisme et de sensualité, et paraissait soudain si insaisissable. Cela signifie-t-il que je ne suis jamais triste, jamais révoltée, que j'accepte tout et fais constamment en toutes circonstances l'éloge de la vie? Non, ce n'est pas le cas non plus. Je crois que je vis et que je connais toutes les tristesses et toutes les révoltes,
qui peuvent exister chez un être humain, mais je ne me raccroche jamais à l'un de ces moments. Ils me traversent, de même que toute la vie me traverse, comme un large fleuve éternel. Ils sont emportés par le courant et la vie continue. Et c'est pourquoi mes forces demeurent. Elles restent à mon entière disposition. Je ne les enchaîne pas à une tristesse ou une révolte impuissante. Oui, la vie est belle. Et je lui rends grâce à la fin de chaque jour. Alors que je sais parfaitement que des mères ont des fils qui se font massacrer dans des camps de concentration. Et le chagrin qu'on éprouve, il faut le porter. On peut se laisser écraser sous son poids. On peut aussi se relever. Un être humain est une créature pleine de force. Et le chagrin doit devenir partie intégrante de vous-même, un morceau de votre corps et de votre âme. Vous n'avez pas à le fuir, portez-le, mais en adulte, sans chercher un exutoire à vos sentiments, dans une haine ou un désir de vengeance sur toutes les mères allemandes qui, en ce moment même, ont apporté le même chagrin que vous pour leurs fils tombés au combat et assassinés. Ce chagrin, il faut lui donner en soi-même toute la place et la protection qui lui reviennent en vertu de sa noble origine. Et alors, oui, on a le droit de dire « la vie est belle, si riche ». C'est ainsi que l'on pourrait croire en Dieu. Gospodи pomiluj, Gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Samedi matin, 30 mai 1942. Les troncs dépouillés qui grimpent depuis ma fenêtre se couvrent maintenant de jeunes feuilles vertes, une toison bouclée sur leur corps d'ascète, nu et dur. Oui, comment était-ce hier soir dans ma chambre? Je m'étais couché de bonne heure et de mon lit, je regardais au dehors par ma grande fenêtre ouverte. On aurait dit une fois de plus que la vie, avec tous ses secrets, était tout près de moi, que je pouvais la toucher. J'avais l'impression de reposer contre la poitrine nue de la vie et d'entendre le doux battement régulier de son cœur. J'étais étendu entre les bras nus de la vie et j'y étais en sécurité, à couvert. Et je pensais, comme c'est étrange. En passant dans les rues, je peux dire de beaucoup de maisons que je croise sur mon chemin. Ici, un fils est en prison. Là, le père est retenu en otage. Ici encore, on a à supporter la condamnation à mort d'un fils de 18 ans. Je connais l'air traqué des gens, la souffrance humaine qui ne cesse de s'accumuler. Je connais les persécutions, l'oppression, l'arbitraire, la haine impuissante et tout ce sadisme. Je connais tout cela. Et je continue à regarder au fond des yeux le moindre fragment de réalité qui s'impose à moi. Et pourtant, quand je cesse d'être sur mes gardes pour m'abandonner à moi-même, me voilà tout à coup reposant contre la poitrine nue de la vie, et ses bras qui m'enlacent sont si doux, si protecteurs. Et le battement de son cœur, je ne saurais même pas le décrire.
si lent, si régulier, si doux, presque étouffé, mais si fidèle, assez fort pour ne jamais cesser, et en même temps, si bon, si miséricordieux. Tel est mon sentiment de la vie. Et je crois qu'aucune guerre au monde, aucune cruauté humaine, si absurde soit-elle, n'y pourra rien changer. Entre ma machine à écrire et une bobine de fil noir, ma rose thé se fane. Elle est d'une beauté, d'une délicatesse presque insoutenable. En s'étiolant doucement et avec résignation, elle commence à quitter cette vie courte et froide. Elle est si fragile, si charmante et d'une telle grâce dans sa mort lente. Il faut la laisser mourir tranquillement, en silence, au lieu de s'y cramponner avec passion et désespoir. Avant, je pouvais être inconsolable à la vue d'une fleur fanée. Mais il faut apprendre à accepter le dépérissement dans la nature, sans y opposer de résistance. Et savoir qu'il y a toujours une nouvelle floraison. Du soleil dans cette véranda et un vent léger sur le blanc jasmin. Tu vois, un nouveau jour a commencé, un de plus. Je reste encore 10 minutes au voisinage de ce jasmin. Puis je prendrai le vélo qu'on nous permet encore pour rejoindre mon ami, l'ami qui est entré dans ma vie il y a 16 mois, Julius Spier, que j'ai l'impression de connaître depuis 1000 ans et qui parfois cependant m'apparaît tellement nouveau que j'en ai le souffle coupé. Ah oui, le jasmin. Comment est-ce possible, mon Dieu ? Il est coincé entre le mur lépreux des voisins de derrière et le garage. Il a vue sur le toit plat, sombre et boueux du garage. Au milieu de toute cette grisaille et de cette pénombre boueuse, il est si radieux, si immaculé, si exubérant, une et si jeune tendre. mariée téméraire, égarée dans un bas quartier. Je ne comprends rien à ce jasmin. Et tu n'as pas non plus à comprendre. En ce XXe siècle, on peut très bien croire encore au miracle. Or, il s'agit d'un miracle. 12 juillet 1942. Derrière la maison, les pluies et les tempêtes des derniers jours ont ravagé le jasmin. Ses fleurs blanches flottent, éparpillées dans la boue, des flaques noires sur le toit plat du garage. Mais quelque part en moi, ce jasmin continue à fleurir, aussi exubérant, aussi tendre que par le passé. Et il répand ses effluves autour de ta demeure, mon Dieu. Tu vois que je prends soin de toi. Je veux te rendre ton séjour le plus agréable possible et, pour prendre un exemple au hasard, si j'étais enfermée dans une étroite cellule et que je vois un nuage passer au-delà de mes barreaux, je t'apporterai ce nuage, mon Dieu, si du moins j'en avais la force. L'humilié ne le devient qu'à se considérer comme tel. De même, dans l'Évangile, celui qui tend la joue gauche ne se soumet pas. Il manifeste sa liberté et renvoie l'agresseur à sa propre violence. Aucun persécuteur ne peut retirer à l'âme sa liberté de contemplation.
Etty souffre de l'incapacité des êtres qui l'entourent à se défaire de la haine et du ressentiment. Ce matin, en longeant à bicyclette le quai du stade, je m'enchantais du vaste horizon que l'on découvre aux lisières de la ville et je respirais l'air frais que l'on ne nous a pas encore rationné. Partout, des pancartes interdisaient aux Juifs les petits chemins menant dans la nature. Mais au-dessus de ce bout de route qui nous reste ouvert, le ciel s'étale tout entier. On ne peut rien nous faire. Vraiment rien. On a bien le droit d'être triste et abattu de temps en temps par ce qu'on nous fait subir. C'est humain et compréhensible. Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi-même. Le 2 juillet 1942. N'est-il pas presque impie, à une époque comme celle-ci, de croire encore autant en Dieu? Et n'est-il pas frivole de trouver encore la vie si belle? Ce que vivent la plupart des gens, ce n'est plus une vie. Mais les priver de cette vie, ce ne serait pas les priver de grand-chose. Il faut accepter la mort comme élément naturel de cette vie, même la mort la plus affreuse. Et ne vivons-nous pas chaque jour une vie entière? Et importe-t-il vraiment que nous vivions quelques jours de plus ou de moins? Tous les jours, je suis en Pologne, sur les champs de bataille. Tous les jours, je suis auprès des affamés, des persécutés et des mourants. Mais je suis aussi près du jasmin et de ce pan de ciel bleu derrière ma fenêtre. Il y a place pour tout dans une vie, pour la foi en Dieu et pour une mort lamentable. Quand on a une certitude nouvelle dans sa vie, il faut lui donner un abri, lui trouver une place. Ce qui est en jeu, c'est notre extermination. Aucune illusion à se faire là-dessus. On veut notre extermination totale. Il faut accepter cette vérité, et cela ira déjà mieux. Aujourd'hui, j'ai ressenti pour la première fois un immense découragement, et je dois lui régler son compte. Et s'il nous faut crever, qu'au moins ce soit avec grâce. Mais je ne voulais pas m'exprimer aussi crûment. Pourquoi ce découragement m'atteint-il maintenant? Parce que j'ai des ampoules aux pieds, d'avoir marché en ville par cette chaleur. Parce que tant de gens ont les pieds meurtris depuis qu'ils n'ont plus le droit de prendre le tram. À cause du petit visage blême de Renate, obligée d'aller en classe à pied sur ses petites jambes. Par cette chaleur, 1 heure de marche à chaque trajet. Parce que Liesel fait des heures de queue pour s'entendre refuser des légumes verts. Pour l'instant, tout le reste paraît encore grotesque et inimaginable.
Etty accepte les moments de désespoir et les maux physiques qui s'accumulent comme des épreuves nécessaires à la conquête de la sérénité. Elle se découvre une force que rien n'atteint. Je suis un chemin. Je me sens guidée au long de ce chemin. Je retrouve toujours ma capacité à rentrer en moi-même et je sais dès lors mieux que jamais comment agir. Ou plutôt, je sais que dans toute situation, je saurai comment agir. Advienne que pourra. Prier pour demander quelque chose pour soi-même, cela me paraît tellement puéril. En priant pour quelqu'un, on lui transmet un peu de sa force. La plus grande souffrance pour la plupart des gens, leur totale impréparation intérieure. Ils périssent lamentablement ici même, avant d'avoir vu l'ombre d'un camp de travail. Cette attitude rend notre défaite totale. Et les ciels sont si bas, si menaçants. Cela n'empêche pas pourtant un humour léger, prime-sautier, de se manifester en moi de temps en temps. Il ne m'abandonne jamais. Lentement, au fil des mois, j'ai tellement mûri et grandi dans l'attente des moments que nous vivons que je ne ressens aucun affolement. Je continue à considérer toute chose avec clairvoyance. Shalom. 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 Da, 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 da. Shalom. Shalom. Le journal s'achève le 12 octobre 1942. Etty est installée au camp de Westerbork, mais grâce à son emploi, elle peut rentrer à Amsterdam pour de courts séjours. En observant les nazis, elle est confirmée dans son intuition que le pire est déjà là. Mais rien n'entame sa paix profonde. Westerbork, 24 août 1942. Avec l'énergie du désespoir, je vais essayer de dérober une heure à cette journée pour vous raconter quelques petites choses qui se passent dans la lande de Drenthe. Je me retrouve sur le même banc de bois, tournant le dos à notre baraque de bois. À côté de moi est assise une jeune Russe plongée dans les écrits de Maître Eckhart. Et devant nous, on ondoie la lande, qui est parfois comme la mer. Il règne une paix indescriptible dans ce petit coin reculé de notre campement. Beaucoup de gens survoltés trouvent ici un bref instant de calme, puis reprennent leur marche. On apprend ici bien des choses, que la vie est bien différente de la description qu'en donnent les livres d'histoire et qu'il fait bon vivre partout, même derrière les barbelés et dans des baraques ouvertes à tous les vents, pourvu que l'on vive avec assez d'amour pour tous les gens et pour la vie elle-même. Un soir d'été, j'étais en train de manger ma ration de choux rouges en bordure de ce champ de lupins tout jaune qui s'étendait entre notre cantine et la baraque de désinfection. Et j'ai déclaré d'un ton méditatif et inspiré: il faudrait écrire la chronique de Westerbork. À ma gauche, un homme d'un certain âge, lui aussi mangeur de choux rouges, a répondu: oui,
Mais il faudrait être un grand poète. Il avait raison. Il faudrait être un grand poète. Les récits journalistiques ne suffisent plus. L'Europe entière se change peu à peu en un immense camp. L'Europe entière pourra bientôt disposer du même genre d'amères expériences. Si nous nous bornons à nous rapporter mutuellement les faits nus, familles dispersées, biens pillés, libertés confisquées, nous risquons la monotonie. Et les barbelés et la ratatouille quotidienne n'offrent pas non plus matière à beaucoup d'anecdotes piquantes pour les gens de l'extérieur. Je me demande d'ailleurs combien il restera de gens à l'extérieur si l'histoire continue à suivre longtemps encore le cours où elle s'est engagée. Je ne suis pas poète, et je me sens assez désemparé devant cette promesse, car si chargé d'émotion que soit pour nous le nom de Westerbork, ce nom continuera à résonner dans notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Et je serais aujourd'hui encore bien en peine de savoir exactement que vous dire de la vie que l'on y mène. C'est une vie tellement agitée. Encore qu'il se trouvera encore beaucoup de gens pour soutenir qu'elle est d'une monotonie mortelle. Nous avons vécu une journée singulière lorsqu'un transport nous amena des catholiques juifs, ou des juifs catholiques comme on voudra, nonnes et moines portant l'étoile jaune sur leurs habits conventuels. Je me rappelle 2 garçons, jumeaux, dont le beau visage brun évoquait le ghetto, et qui, le regard plein d'une sérénité enfantine, racontaient aimablement qu'on était venu à 4h30 les arracher à l'office du matin et qu'à Amersfoort, on leur avait donné du chou rouge. Il y avait un autre religieux, encore assez jeune, qui n'avait pas quitté son couvent depuis 15 ans et se retrouvait pour la première fois dans le monde. Les hommes aux crânes rasés, battus et maltraités, qui avaient déferlé ce jour-là chez nous, portés par la même vague que les catholiques, avançaient en trébuchant dans ce hangar de bois. Le geste mal assuré, étendaient leurs mains vers le pain qui ne suffisait pas. Un jeune juif s'était arrêté devant nous. Il flottait dans sa veste, mais un indestructible sourire moqueur perçait à travers le maquis noir de sa barbe. « Et ils ont fait mine de casser le mur de la prison avec ma caboche, mais elle était plus dure que le mur. » De petits enfants s'endormaient sur le plancher poussiéreux ou jouaient à la guerre entre les jambes des grandes personnes. Un vieux monsieur, droit comme un i, cheveux gris et profil aigu d'aristocrate, considère fixement ce tableau infernal et répète sans cesse à part lui « un jour affreux, un jour affreux ». Et dominant le tout, le crépitement ininterrompu d'une batterie de machines à écrire. La mitraille de la bureaucratie. Je lève les yeux vers le moine qui retrouve le monde pour la première fois depuis 15 ans et lui demande alors « Que dites-vous du monde ?» Mais le regard de l'homme en bure brune reste aimable et sans émotion, comme si tout ce qui l'entoure lui était connu et familier, et depuis longtemps. Plus tard, quelqu'un m'a raconté que le soir même, il avait vu un groupe de religieux s'avancer dans la pénombre entre 2 baraques obscures en disant leur chapelet, aussi imperturbables que s'ils avaient défilé dans le cloître de leur abbaye. Et n'est-il pas vrai que l'on peut prier partout ? Dans une baraque en planche, aussi bien que dans un monastère de pierre ? Et plus généralement, en tout lieu de la terre où il plaît à Dieu, en cette époque troublée, de jeter ses créatures.
Tous les jours et sur tous les tons, on entend répéter autour de soi « Nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas sentir, nous voulons oublier aussi vite que possible. » Il me semble qu'il y a là un grand danger. Si nous ne sauvons des camps que notre peau et rien d'autre, cela ne suffira pas. Ce qui importe, ce n'est pas de rester en vie coûte que coûte, mais la façon de rester en vie. De l'enceinte même des camps, de nouvelles pensées devront rayonner vers l'extérieur. C'est pourquoi cela m'a paru un si grand danger d'entendre répéter constamment autour de moi « Nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas sentir, le mieux est de se cuirasser contre toute cette détresse. » Chers tous, il ne reste plus beaucoup de landes ici, entre les barbelés. On construit sans arrêt de nouvelles baraques. Il n'y a plus qu'un petit lopin coincé dans un angle du camp, et c'est là que je me tiens, au soleil, sous un magnifique ciel bleu, entre quelques buissons bas. Juste en face de moi, à peu de distance même, un uniforme bleu et un casque montent la garde dans leur guérite montée sur pilotis. Un gendarme, l'air ravi, cueille des lupins violets et son fusil lui bat l'échine. En tournant la tête à gauche, je vois s'élever une colonne de fumée blanche et j'entends le halètement d'une locomotive. Le quota des partants n'est pas encore atteint. À l'instant, je rencontre le responsable de l'orphelinat portant dans ses bras un enfant qui doit partir, seul. On est aussi allé chercher quelques pensionnaires des baraques hospitalières. On fait les choses à fond aujourd'hui, car on reçoit la visite de quelques gros bonnets de La Haye. Étrange spectacle que d'observer de près les faits et gestes de ces messieurs. Dès 4 heures du matin, j'étais de nouveau sur la brèche, portant nourrissons et bagages. En quelques heures, on pourrait faire une belle provision de mélancolie pour toute la vie. Le gendarme amoureux de la nature, a fini son bouquet violet. Peut-être va-t-il faire sa cour à une jeune paysanne des environs. La locomotive jette un cri affreux. Tout le camp retient son souffle. 3000 juifs de plus nous quittent. Là-bas, dans les wagons de marchandises, il y a plusieurs bébés atteints de pneumonie. On a parfois l'impression de rêver. Je ne suis rattachée à aucun service précis, et c'est ça que je préfère. Je circule dans le camp et de moi-même, je trouve mon travail. Ce matin, j'ai parlé 5 minutes à une femme qui venait de Vught. En 3 minutes, elle m'a fait part de ce qu'elle a vécu ces derniers temps. On peut en dire des choses en quelques minutes. Parvenue près d'une porte où je n'avais pas le droit de la suivre, elle m'a embrassé et m'a dit « Je vous remercie du soutien que vous m'avez apporté. » Le ciel est plein d'oiseaux. Les lupins violets s'étalent avec un calme princier. 2 petites vieilles sont venues s'asseoir sur la caisse pour bavarder. Le soleil m'inonde le visage. Et sous nos yeux s'accomplit un massacre. Et tout est si incompréhensible. Moi, je vais bien. Affectueusement, Etty. Westerbork, 3 juillet 1943. Chers amis, juchés sur mon chalit au 3e étage,
Je vais me hâter de déchaîner une petite bacchanale épistolaire tant qu'il en est encore temps. Dans quelques jours, la barrière retombera sur notre libre correspondance. Je deviendrai résidente du camp et n'aurai plus droit qu'à une lettre par quinzaine, que je devrais remettre ouverte. Et j'ai encore à vous parler de quelques petites choses. Ai-je vraiment pu écrire une lettre qui vous a donné à penser que je perdais courage ? J'ai peine à le croire. Il y a des moments, c'est vrai, où l'on pense ne pas pouvoir continuer. Pourtant, on continue toujours. On finit d'ailleurs par s'en rendre compte. Seulement, le paysage autour de vous paraît soudain changer. Un ciel bas et lourd pèse sur vous. Votre sens de la vie est bouleversé. Et vous avez soudain un cœur tout gris, vieux de 1000 ans. Mais il n'en va pas toujours ainsi. L'être humain est une créature étonnante. Avec papa, je me suis promenée l'autre jour en luttant contre une espèce de vent de sable. Il est charmant, comme toujours, et montre un beau stoïcisme. Il m'a dit d'un ton aimable et tranquille, avec détachement: En fait, je préférerais partir en Pologne au plus tôt. J'en aurais plus vite fini. J'y passerai en 3 jours. Ça n'a plus aucun sens de prolonger ici cette existence dégradante. Et pourquoi ce qui arrive à des milliers d'autres me serait-il épargné ? Puis nous nous sommes amusés de ce paysage de circonstances. Un vrai désert, malgré des lupins mauves, des œillets des prés et de gracieux oiseaux qui ressemblent à des mouettes. Les Juifs au désert. Il y a longtemps que nous connaissons ce paysage. Cela vous pèse parfois bien lourd, voyez-vous. Un petit papa si gentil et qui, par moments, serait prêt à renoncer. Mais ce ne sont que des sautes d'humeur. Il y a aussi d'autres moments où nous rions ensemble et nous étonnons d'une foule de choses. Mais je m'égare. Je voulais seulement vous dire, oui, la détresse est grande. Et pourtant, il m'arrive souvent le soir, quand le jour est coulé à sombrer derrière moi dans les profondeurs, de longer d'un pas souple les barbelés, et toujours je sens monter de mon cœur la même incantation. La vie est une chose merveilleuse et grande. Après la guerre, nous aurons à construire un monde entièrement nouveau. Et à chaque nouvelle atrocité, nous devrons opposer un petit supplément d'amour et de bonté à conquérir sur nous-mêmes. Nous avons le droit de souffrir, mais non de succomber à la souffrance. Je vais essayer de vous décrire comment je me sens. La vie que je mène ici n'entame guère mon capital d'énergie. Le physique se délabre bien un peu et l'on tombe parfois dans des abîmes de tristesse. Mais dans le noyau de son être, on devient de plus en plus fort. Je voudrais qu'il en soit de même pour vous et pour tous mes amis. Il le faut. Il nous reste tant à vivre et à faire ensemble. C'est pourquoi je vous crie, tenez fermement vos positions intérieures une fois que vous les avez conquises. Et surtout, ne soyez pas tristes et désespérés en pensant à moi. Il n'y a vraiment pas de quoi. Après être tombé le même jour, une seconde fois en pamoison, j'ai décidé d'entamer une vie nouvelle, au-delà de toutes les tensions. Quand on est parvenu aux limites extrêmes du désespoir et que l'on se croit incapable de continuer, le fléau de la balance rebondit dans l'autre sens et l'on se sent de nouveau capable de rire et de prendre la vie comme elle vient. L'équilibre se rétablit toujours. Ah, mes enfants, un monde bien surprenant.
rêve de plaisir. Avant de partir définitivement pour Westerbork, Etty confie ses cahiers à Maria Twinzig. Elle lui demande de les faire publier au cas où elle ne reviendrait pas. Toute la famille est déportée le 7 septembre 1943. Ce jour-là, Etty jette 2 cartes du train, dont une parviendra à sa destinataire, Christine van Nouten. J'ouvre la Bible au hasard et trouve ceci. Le Seigneur est ma chambre haute. Je suis assise sur mon sac à dos, au milieu d'un wagon de marchandises bondé. Papa, maman et Micha, mon frère pianiste, sont quelques wagons plus loin. Ce départ est tout de même venu à l'improviste, ordre subi de la haie, spécialement pour nous. Nous avons quitté ce camp en chantant. Père et mère très calmes, courageux. Micha également. Nous allons voyager 3 jours. Merci de tous vos bons soins. Les amis restés au camp vont écrire à Amsterdam. Peut-être te fera-t-on suivre. Peut-être aussi ma dernière longue lettre. Un au revoir de nous 4. Etty.